Salut à tous, dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons nous intéresser à la solution de haute disponibilité HAProxy. Alors pour ce faire, nous allons prendre le contexte suivant. On se retrouve dans une entreprise qui a quelques milliers de postes et qui a besoin d'installer la suite GLPI Fusion Inventory pour faire la gestion de son parc et remonter d'éventuels tickets d'incident. Il se trouve que cette entreprise, lorsqu'elle se retrouve confrontée à des rushs de connexion sur cette solution applicative-là, va avoir son serveur principal qui ne va plus être accessible aussi bien, voire pas du tout. Donc l'idée, ça va être ici de créer un cluster avec des copies de ce serveur applicatif et de faire de la haute disponibilité entre ces serveurs-là. On va donc ici utiliser un cluster de 3 machines. Donc ici, ce qui a été choisi, c'est de vous montrer cette solution-là avec HAProxy. On aurait pu très bien aussi partir sur de l'orchestration de conteneurs Docker. L'idée là, c'est vraiment de simuler qu'on va avoir 3 serveurs physiques distincts. Donc là, forcément, moi, pour les besoins de la démonstration, je ferai ça avec des machines virtuelles. Mais voilà, si on a affaire à des machines physiques, on peut faire de la haute disponibilité avec 3 serveurs physiques. Donc pour notre architecture réseau, on va avoir un réseau en 10.0.0.0 masque de 8 bits, donc une fois 255. Et on va partir de machine Debian. Donc moi j'avais déjà fait l'installation d'une machine Debian et donc je vais partir de cette installation là. Je vais la cloner une fois pour créer mon premier nœud de cluster, une deuxième fois pour venir créer un premier contrôleur HAProxy. Et en fait, ce qu'on fera à terme, c'est que c'est bien de faire de la haute disponibilité sur ce qui va être notre duo applicatif de serveur web base de données. Mais si on a un problème sur la solution HAProxy, ça serait bien que celle-ci aussi soit monitorée de façon à ce qu'on ait un deuxième serveur, par exemple un serveur esclave, qui prenne le relais au cas où le premier est une défaillance. Donc ça, on le verra dans un troisième temps, ça sera la solution Heartbeat qui nous permettra de faire ça. Pour l'instant, on va donc cloner notre machine Debian 12 sans interface graphique pour créer notre première machine de cluster et notre premier HAProxy. C'est parti pour le clonage. Donc ici, je vous montre comment je clone une fois. Et après, vous verrez que c'est assez simple de cloner autant de fois qu'on veut. Donc ici, ma machine va s'appeler srv-cluster 1. Je viens choisir son emplacement. Je vais ici générer de nouvelles adresses MAC. Et je fais un clone intégral. À côté de ça, j'ai déjà installé une machine Windows 11 qui va me permettre d'administrer après mes différentes machines Debian. Donc j'ai installé cette machine Windows 11 avec un navigateur qui est Brave Browser à la place de Edge. Et ensuite j'ai installé aussi MobaXterm pour me permettre de faire un accès SSH ou SFTP sur mes machines Debian. Et j'ai installé aussi l'utilitaire Dbeaver qui me permettra d'avoir accès aux bases de données MariaDB que je vais installer sur mes machines du cluster. Donc voilà, ma première machine est clonée. Je vais la mettre dans un groupe que je vais appeler HAProxy. Et donc je vais venir cloner
ma machine Debian 12 une deuxième fois pour venir faire le SRV HAProxy 1. J'accélère un peu là-dessus. Donc voilà, j'ai mes 3 machines, le SRV HAProxy 1, le cluster 1 et le PC d'administration. Et donc je vais commencer à venir faire les configurations sur ces machines, du moins sur les machines Debian. Donc je vais démarrer mes 2 machines Debian et je vais commencer par les renommer. Donc je me connecte avec l'identifiant que j'avais configuré lors de l'installation. Je passe en super utilisateur et je vais venir ici sur le fichier etc host et je vais appeler ma machine SRV cluster 1. Et donc maintenant, je peux quitter. Alors, est-ce que je vois pas l'interface en entier? Voilà, c'est ça. Et ensuite, je vais venir sur etc, le fichier etc hostname pour faire la même chose. Voilà, je fais un petit reboot pour qu'elle prenne en charge le renommage. Je vais faire pareil sur la deuxième machine et on se retrouve après. Donc j'ai renommé mes 2 machines. Maintenant, je vais m'intéresser à la machine SRV Cluster 1. Et je vais venir lui installer les paquets Apache 2, puisque j'ai besoin d'un serveur web pour ma solution GLPI Fusion Inventory. Et je vais avoir besoin aussi d'un serveur de base de données, donc je vais venir installer MariaDB Server. Alors je ne vais pas faire toute l'installation de GLPI, ça à la limite je vous ferai peut-être une autre série de vidéos là-dessus. Là je vais vraiment faire une simulation d'une solution logicielle avec serveur web et serveur de base de données. Alors, pour pouvoir faire mes installs, je vais garder mes machines virtuelles en réseau accès par pont. Comme ça, j'ai accès au réseau de ma machine hôte et donc un accès à Internet. Donc, je me reconnecte sur ma machine virtuelle. Je passe en super utilisateur pour faire mes installs. Et donc, je vais venir installer, on a dit, Apache 2. Maintenant que Apache est installé, je vais venir installer MariaDB Server. MariaDB étant maintenant installé, je vais devoir configurer ce service pour plusieurs choses. La première, c'est pour faire en sorte qu'on puisse venir se connecter à une base de données depuis un client distant. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que je vais devoir associer un mot de passe à mon utilisateur root. Je vais utiliser celui-là. Alors, c'est pas forcément le plus sécure, hein. Il vaut mieux toujours faire un autre utilisateur qui a forcément moins de permissions que root. Et se connecter avec cet utilisateur-là, lui donner des droits sur des bases, lui donner le droit de créer des bases de données, par exemple. Là, on va faire au plus simple. Donc, je vais venir
pour commencer, configurer le fichier qui est dans etc MySQL, MariaDB confd et qui s'appelle 50 serveur.cnf. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir commenter la ligne bind address parce que par défaut, on écoute sur l'adresse locale et pas sur autre chose, alors que nous, bah voilà, on veut aussi écouter sur toutes nos adresses du réseau pour pouvoir autoriser les connexions à des clients. Donc ici, je sauvegarde mon fichier et je vais venir redémarrer le service MariaDB. Alors, je peux faire aussi un status pour voir que ce service-là est bien démarré. Voilà, ok, j'ai mon service qui est correctement démarré. La deuxième étape consiste à venir attribuer un mot de passe à l'utilisateur de base de données root. Alors, ce que je vais faire ici, pour faire cela, je pourrais le faire directement sur mon interface en ligne de commande là. Moi, j'ai un petit problème de mappage de clavier, donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer par MobileXterm en SSH pour le faire. Donc ici, je vais venir autoriser la connexion SSH toujours à mon utilisateur root. Toujours pareil, c'est pas des plus sécures, mais ici on ne veut pas faire dans la sécurité, on veut juste faire une démonstration de comment fonctionne un service. La sécurisation, ça sera à vous de faire en sorte de ne pas bien sûr laisser les accès root à tout le monde. Donc ici, je vais venir éditer le fichier etc ssh sshd config et je vais venir chercher la ligne sur laquelle j'ai permis root login et je vais la passer à yes. Je viens redémarrer mon service SSH. SSHD. Je fais toujours un petit coup de status pour voir où est-ce qu'on est. C'est bon, il est correctement démarré. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me mettre sur la configuration IP qui a été définie sur ce schéma d'infrastructure. Donc je vais avoir deux choses à faire, c'est que je vais devoir venir mettre cette adresse IP là à ma machine et je vais venir également la placer en réseau interne pour ne pas venir polluer mon réseau local. Donc ici, je passe en mode d'accès réseau interne et je vais venir lui associer l'adresse IP 10.0.0.11. Donc pour faire ça, on vient dans le fichier etc network interfaces et donc on ne se met plus en DHCP mais en statique. L'adresse est donc la 10.0.0.11 et le netmask en 1 fois 255.
Alors, je vais faire un if down de mon interface ENP0 S3 et un if up pour venir constater que l'adresse a bien été changée et donc maintenant c'est l'adresse 10.0.0.11 sur cette machine-là. Je vais venir démarrer maintenant la machine qui va me servir de faire toute mon administration, c'est le Windows 11. Je vais venir également le placer en réseau interne. Et je peux maintenant le démarrer. Donc cette machine Windows 11, elle n'a pas d'adresse IP, du moins elle est configurée en adressage IP automatique. Donc pour l'instant, sur mon infrastructure, je n'ai pas de serveur DHCP. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir choisir une adresse IP qui fait partie de cette plage-là, donc des clients PC Windows 11, pour lui attribuer son adresse sur cette plage-là. Donc je viens sur la configuration réseau de cette machine, sur Ethernet et sur l'attribution d'adresse IP. Pour l'instant, je suis en automatique DHCP, je vais passer en manuel. Je vais définir une adresse IPv4, donc je vais venir prendre ici la 0100. Le masque, c'est toujours une fois 255 et j'ai rien d'autre à mentionner pour cette machine là. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va voir si elle communique bien avec la machine cluster 1 et je vais faire pour cela un ping de 10.0.0.11. Donc elle arrive bien à joindre cette machine et puisque ceci est bon, je vais utiliser donc mon logiciel Moba Xterm pour ouvrir une session SSH sur cette machine cluster 1. Et donc je reviens à l'objectif de tout à l'heure qui était de modifier le mot de passe de l'utilisateur root, utilisateur de base de données MariaDB. Alors, c'est session ici, voilà, SSH. Donc, la remote host, c'est 10.0.0.11. L'utilisateur, ça va être root. Je laisse le port 22 par défaut. J'ai mal orthographier root. Ici, je fais accept. Et là, je vais venir modifier ma session et bien mettre mon nom d'utilisateur. Je vais renommer aussi, je crois, ma session. Tac, ici. Route. Ok. On me demande le password. Donc ça, c'est le mot de passe système qu'on vous demande. Est-ce que je veux sauver mon mot de passe? Oui. Est-ce que je veux utiliser le master password de Moba Xterm? J'en ai pas forcément besoin. Et donc, là, je vois que je suis connecté avec l'utilisateur root sur SRV Cluster 1. Donc, maintenant, je vais ici venir utiliser la commande MariaDB pour entrer sur l'interface de ligne de commande de MariaDB. Et ici, je reviens à mon objectif de tout à l'heure. Donc, c'était d'attribuer un mot de passe à l'utilisateur root, utilisateur cette fois-ci de base de données,
Alors, tac, 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 j'arrive pas à faire le arrobase, je viens de le piquer ici. Donc c'est root sur localhost et son mot de passe. Il va être crypté avec la fonction password et le mot de passe ici, je remets BTS SEO, je m'embête pas pour des raisons de mémoire. Où est-ce que j'ai là? Ah, elle est là. Voilà. Donc, j'ai bien saisi ma commande qui me permettait d'attribuer un mot de passe à l'utilisateur root. Donc, j'applique cette commande et je vais faire un petit flush privilège pour forcer donc les privilèges pour l'utilisateur root. Et en plus de ça, je vais venir ici utiliser une commande qui vraiment associe tous les privilèges à l'utilisateur root sur n'importe quelle base de données et n'importe quelle table de base de données. À l'utilisateur root, connecté depuis n'importe quelle machine. Donc pour dire ça, connecté depuis n'importe quelle machine, on utilise le symbole %, et identifié par le mot de passe qu'on a défini juste avant. Et en plus de ça, root aura le droit d'attribuer des privilèges aux autres utilisateurs. Donc maintenant, on va pouvoir venir se connecter avec notre logiciel Dbeaver, qui est un client de base de données, et on va pouvoir se connecter au serveur de base de données MariaDB. Alors, il va y avoir un petit quelque chose à faire avant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir customiser déjà la partie serveur web avant de s'attaquer à la partie serveur de base de données. Si je viens ici sur un navigateur, depuis donc mon client d'administration et que je viens de taper l'adresse 10.0.0.11, voilà, je tombe sur la page par défaut de Apache. Donc je vais venir un petit peu customiser cette page pour voir que en fait plus tard cette page là, ça sera la page qui est hébergée par cette machine cluster 1. Donc ici, je vais avoir besoin de faire une petite modification sur un fichier. Et pour faire ça, je vais réouvrir une nouvelle session. Cette fois-ci, je ne vais pas faire une session SSH, mais je vais faire une session SFTP. Donc toujours avec l'utilisateur root. Je saisis son mot de passe. Et donc ce qui est pratique maintenant, c'est que je vais avoir la possibilité de naviguer dans mon arborescence sur la machine cluster 1, donc la machine 10.0.0.11. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans le dossier qui est à la racine de mon système de fichiers, le dossier var 3w HTML,
Et je vais venir modifier le fichier index.html, à savoir ce fichier-là qui nous est affiché sur un navigateur depuis un client quand on essaie d'accéder à notre serveur web. Donc ici, je vais venir l'ouvrir avec l'éditeur de texte fourni avec MobaXterm. Là, j'ai la partie CSS. Je vais venir chercher, voilà, par exemple ça, Apache 2, Debian Default Page. Et je vais mettre que c'est la page du cluster 1. Voilà, j'enregistre ça. Et donc maintenant, si je reviens sur mon navigateur et que j'actualise ma page, je vois que cette fois-ci, il m'affiche ma petite modification. Donc c'est la page du cluster 1. Alors maintenant que j'ai customisé la partie serveur web, je vais m'attaquer à la partie base de données avec le logiciel Debeaver. Alors ce logiciel, il a une petite particularité, même une double particularité, c'est que je vais avoir besoin de faire deux choses. C'est que je vais avoir besoin de le lancer en tant qu'administrateur et je vais avoir besoin d'une connexion internet pour pouvoir venir récupérer le driver de connexion à MariaDB. Donc je vous rappelle que pour l'instant cette machine elle est en réseau interne sur un réseau sur lequel on n'a pas de routeur, donc pas d'accès internet a priori. Donc deux choix, soit on met un routeur sur ce réseau qui va nous permettre d'avoir un accès internet, soit on vient faire une petite manipulation, et c'est celle que je vais vous présenter ici, c'est qu'on va venir repasser la machine virtuelle en mode d'accès par pont, et on va venir remettre temporairement l'adressage IP en automatique, et on fera les modifications inverses une fois que on aura fait ce qu'il faut sur le petit logiciel Debeaver. Donc voilà, ici je repasse en automatique. Je vais venir voir que j'ai bien une adresse IP sur mon réseau local physique. Ok, c'est bien le cas. Et donc maintenant, je vais venir exécuter ce logiciel Debeaver en tant qu'administrateur, ce qui va nous permettre de pouvoir télécharger pour cette première connexion les drivers qui nous permettront ensuite d'ouvrir des connexions vers des bases de données MariaDB. Donc voilà, ici sur cette première ouverture de logiciel, ce que je veux faire, c'est effectivement créer une nouvelle connexion vers un serveur MariaDB. Donc mon serveur, il sera sur une machine qui est la 10.0.0.11. J'ai pas de database pour l'instant. Je vais vouloir me connecter avec l'utilisateur de base de données root pour lequel j'ai associé un mot de passe juste avant. Là, on s'en fiche un petit peu des statistics collection. Alors, si j'essaie de me connecter, alors on va forcer le téléchargement. Toujours pas. Alors, ce que je vais faire, voyons si je ferme et que je réouvre le Debeaver. Il me semblait pourtant l'avoir bien exécuté en tant qu'administrateur. Donc ici, voilà, il arrive cette fois-ci à aller télécharger les pilotes qu'il lui faut.
Pourquoi ça n'a pas marché sur la première ouverture du logiciel, je ne saurais pas vous dire, parce qu'il me semble que j'avais exécuté ce logiciel en tant qu'administrateur. Le fait est que maintenant, on a accès aux fichiers du pilote, donc on va venir les télécharger. On va les télécharger aussi. Et donc, a priori, là, voilà, il va nous afficher une petite erreur parce que il ne va pas arriver à joindre la machine. Voilà, connexion timeout, la 10.0011, ce qui est normal. J'ai maintenant téléchargé mes pilotes. Je vais pouvoir faire la manipulation inverse à celle que j'ai faite tout à l'heure, à savoir venir repasser la machine virtuelle en réseau interne. Et ensuite, venir modifier la configuration IP de la machine, repasser en adressage IP manuel sur une adresse IP 10.00.100, un masque en 1x255. Et donc maintenant, si je reviens sur le logiciel des Beaver, normalement il l'a déjà téléchargé, voilà, il accepte la connexion à ma base de données. Maintenant que nous avons la connexion au serveur de base de données qui est établi dans des Beaver, on va à présent s'attaquer à la structure de la base de données fictive qu'on va administrer. Donc cette structure, c'est la suivante. On va avoir une base de données qui va s'appeler GLPI. Puis à l'intérieur de cette base de données, on va avoir une table ticket avec un ID ticket qui sera une clé primaire de type entier, un champ description ticket, un champ date ticket et enfin un champ priority ticket. Donc ici, dans base de données, on a la base de données système et on va venir ici créer une nouvelle base de données qu'on va appeler GLPI. Alors, on laisse l'encodage par défaut. Et dans cette base de données, je vois que pour l'instant dans table, je n'ai rien. Et je vais venir ici créer une table. Cette table, je la renomme ticket. Je vais avoir donc une première colonne. Alors, je vais agrandir peut-être ma fenêtre un petit peu. Donc, je crée une première colonne ici que je vais appeler ID ticket. Ça va être donc un type int en auto-incrémentation. Voilà. Ensuite, je vais créer la deuxième colonne description ticket qui va être un varchar de 1000. Puis la colonne date ticket, ça va être un date time. Et ici la priority. Et ça va être un varchar de 100. Alors, il me faut une contrainte de clé primaire sur la colonne ID. Donc, je vais créer une contrainte de type primary key, c'est exactement ça. Et sur la colonne ID.
Et donc voilà, j'ai créé la structure de ma base de données. Alors je vais maintenant rajouter des données. Je vais peut-être enregistrer cette structure. Je vais faire sauvegarder. Voilà. Donc là, on voit que il me fait la requête de création de table dans la base de données avec les champs, avec la contrainte de clé primaire. Donc ça me convient très bien. Je fais exécuter. Et voilà, ma table ticket est créée avec les 4 colonnes, avec l'idée ticket qui est clé primaire. Donc ça c'est parfait, et donc maintenant je vais venir rajouter des données. Ici je vais rajouter une première ligne. Donc ici ma ligne est créée, je n'ai pas mis d'ID puisque c'est un auto-increment. Je vais faire save. Donc j'ai une erreur sur la date. Voilà, il me manque un tiret. Tac. Hop. Ok, et donc il m'a attribué l'ID numéro 1. Je vais venir créer une deuxième ligne. La deuxième ligne est créée, donc voilà, j'ai créé un jeu de données tout petit, mais qui a le mérite d'exister sur mon serveur de base de données. Je peux maintenant, si je veux, me déconnecter de ce serveur de base de données. Et donc la suite, c'est que maintenant je vais cloner mes serveurs, enfin mon serveur cluster. Donc je vais venir sur cette machine virtuelle que je vais d'abord arrêter. Et je vais venir la cloner 2 fois. Donc maintenant que j'ai customisé la page du serveur web et que j'y ai mis un jeu de données dans le serveur de base de données, voilà, on a une machine qui est prête à être exploitée. Donc ici, je vais la cloner pour en faire 2 autres machines qui seront donc mes 2 autres machines du cluster. Et je crée mon deuxième clone. Donc au final, je vais avoir 3 machines dans mon cluster. Donc c'est bon, les 2 clones sont créés. Je reviens ici sur mon schéma réseau pour revoir ce que j'avais décidé comme adressage IP pour les 2 autres clusters, les 2 autres membres du cluster. Donc ce que je vais faire, c'est que de suite, je vais venir travailler sur chacune de ces machines qui ont été clonées pour leur mettre une configuration IP qui correspond à celle que j'ai indiquée ici dans ce schéma réseau, et puis pour les renommer. Donc c'est parti, je vous fais la démo sur le premier clone. Je me connecte avec mon utilisateur habituel. Je passe en super utilisateur. Et donc ici, je vais venir modifier pour commencer le nom de la machine. Donc là, c'est mon cluster 2. Et je viens dans le fichier hostname pour faire la même chose. SRV cluster 2. Et je vais venir également modifier l'adresse IP pour que cette machine soit la .12. Je vais la rebooter.
pendant qu'elle reboot, je vais faire exactement la même chose sur le troisième nœud du cluster. Et ensuite, je viendrai, grâce à MobileXterm, modifier mes index HTML sur ces deux machines pour qu'il y ait une différenciation entre les trois machines sur ma page d'accueil de mon serveur à page 2. C'est parti. Ça y est, les deux machines clonées du cluster sont prêtes. Donc je reviens sur mon PC d'admin sur Windows, sur le MobileXterm. Alors je vais juste vérifier que au niveau de la configuration réseau de ces deux machines, elles sont bien en réseau interne pour le SRV Cluster 2. Idem pour le SRV Cluster 3. Donc pour rappel, ma machine cliente Windows est également en réseau interne. Et donc ici, sur MobileXterm, je vais venir créer deux nouvelles sessions SFTP. Une vers la 0012. Username, toujours root. Alors, je rentre le mot de passe root. Et tout à l'heure, je cliquais bêtement à chaque fois sur Yes, mais en fait, Yes, ça veut enregistrer ça dans un master password de MobileXterm. Je ne m'embête pas avec ça. Donc, j'accède à l'arborescence ici de mon deuxième nœud de cluster. Je vais revenir dans le répertoire var puis 3W HTML et je vais venir modifier le fichier index.html. Donc ici, je vais venir remplacer dans le texte, dans le titre de ma page cluster 1 par cluster 2. J'enregistre le tout. Et je vais venir faire la même chose pour le troisième nœud du cluster, donc en adresse IP 10.0.0.13. On va toujours pareil dans 3W, dans var, pardon, 3W HTML, on vient modifier le fichier index.html. Alors, il y a une petite fenêtre que j'ai peut-être pas vue derrière. Voyons, voilà. Est-ce qu'on est sur le bon? Alors, je sais plus trop. Je vais fermer cette appli. Je reviens là-dessus. Voilà, comme ça, il me la réouvre. Je suis sûre d'être sur le bon fichier. Donc, idem, je viens chercher la ligne où j'ai le titre. Et voilà, je viens remplacer 1 ici par 3. Hop, je peux fermer ceci. Et donc en fait maintenant depuis notre navigateur web, on va voir que ici sur l'adresse 10.0.0.11 j'avais la page avec cluster 1 qui s'affichait. Sur la 12 j'ai cluster 2 et sur la 13 en toute logique je vais avoir cluster 3. Voilà, donc ça, dans la réalité, on n'aurait pas de différenciation visuelle sur chacun des sites stockés sur chacun des nœuds du cluster. L'idée ici, c'est de pouvoir observer visuellement quand est-ce qu'on saute d'un nœud à un autre en fonction du temps de réponse qu'on va avoir sur chacun des serveurs.
Donc, ceci étant fait, on a préparé nos différentes machines virtuelles, nos différents nœuds de cluster. On pourrait très bien aller voir, tiens, on va le faire tant qu'on y est, sur des beavers. On va aller voir sur une autre adresse IP. Donc, je vais ouvrir une nouvelle connexion vers, par exemple, le deuxième nœud de cluster et on va voir que la base de données qu'on avait créée sur le premier nœud, elle doit normalement figurer sur ce deuxième nœud qui a été cloné. Alors, il essaie de se connecter à 11, je vais l'arrêter puisque en fait 11 n'est pas démarré. Donc ici, je vais créer une nouvelle connexion. Donc toujours un MariaDB. Et cette fois-ci, je vais venir me connecter. Lost, cannot be. On va faire close. Hop. Et donc, ici, je vais me connecter sur 12 avec l'utilisateur root, le mot de passe qu'on avait défini. Et donc ici, je vais avoir dans base de données, je retrouve GLPI. Et dans GLPI, je vais retrouver la table ticket avec, si je vais voir le contenu, peut-être voir table. Voilà. Donc j'ai bien les propriétés et ensuite les données. Et donc je retrouve bien ce que j'avais saisi sur le premier nœud de mon cluster. Je ne vais pas faire la démo sur le point 13, on verra ça dans une autre vidéo. Mais voilà, on aura exactement les mêmes données sur notre troisième nœud puisque c'est un clone issu de la point 11. Voilà, pour cette vidéo, on s'arrête là. Je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo dans laquelle on mettra en place le load balancing entre ces trois machines. Et on verra dans une autre vidéo encore comment on va faire pour faire en sorte de mettre de la haute disponibilité entre nos serveurs HAProxy, nos deux serveurs qui vont nous permettre de diriger les trois nœuds du cluster. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.